3 tonnes d'or mises sous scellé à Bamako ont changé la trajectoire d'un pays sans tirer un seul coup de feu, tandis que 18 milliards déclarés au Burkina Faso prouvaient qu'une comptabilité pouvait devenir une arme. Le paradoxe entre panique des marchés et calme bureaucratique a révélé un glissement silencieux. Quand l'or cesse d'être un chiffre, il devient une frontière. Alors que les observateurs scrutaient Bamako, une question s'est imposée. Que signifie ce tournant quand Ibrahim Traoré a déjà réécrit les règles du jeu? Une région entière s'apprêtait à passer de la résistance à l'ingénierie du pouvoir. Ce récit promet plus qu'un simple détour par les mines du Sahel. Il dévoile comment une équation administrative peut remodeler un continent lorsque les États décident de compter pour eux-mêmes. Le bénéfice central pour le public tient en 10 mots. Comprendre comment une doctrine devient un outil de puissance mesurable. Car derrière chaque audit, chaque contrat réécrit et chaque coffre scellé se joue un enjeu qui dépasse largement le Mali ou le Burkina Faso. Il s'agit de savoir si une région longtemps dépourvue de levier peut transformer des réformes techniques en souveraineté concrète, capable de tenir face au marché, aux bailleurs et aux anciennes puissances coloniales. La promesse est double: décoder les mécanismes qui ont permis à une nation enclavée de convertir ses ressources en marge budgétaire et saisir ce que cette dynamique signifie pour un Sahel qui n'agit plus en ordre dispersé. Un micro-hook surgit ici. Si cette doctrine tient debout avec si peu d'outils formels, que se passera-t-il lorsque d'autres pays adopteront la même grammaire de contrôle? En quelques mois à peine, un simple acte administratif a déplacé plus de 3 tonnes d'or au Mali, tandis que l'exemple burkinabé affichait déjà 18 milliards de dollars de revenus déclarés. Ces deux chiffres, mis côte à côte, ont brisé l'idée que la souveraineté ne pouvait être qu'un slogan. Le tournant commence bien plus tôt, lorsque Ibrahim Traoré introduit à Ouagadougou une logique qui tranche avec 50 ans de pratiques héritées. Compter d'abord, négocier ensuite. Son approche, fondée sur la récupération plutôt que la concession, a révélé une faille ancienne dans les contrats miniers, longtemps écrits pour exporter la valeur plutôt que la retenir. Ce qui paraissait marginal est devenu un précédent régional. Les administrations maliennes ont observé que cette méthode ne produisait ni fuite massive d'investisseurs, ni effondrement de production. Au contraire, elle a installé l'idée qu'un État pauvre pouvait corriger ses comptes sans demander de permission. Dans ce contexte, le Mali, jusqu'ici spectateur prudent, s'est retrouvé face à une équation irrésistible: soit continuer à dépendre des arbitrages étrangers, soit tester sa propre capacité à administrer ses ressources. Lorsque le tribunal de Bamako place un administrateur provisoire sur le complexe aurifère de Laguna, ce n'est pas un acte de rupture, mais la suite logique d'une doctrine née à Ouagadougou. Les marchés y voient une crise. Les citoyens, une reprise en main longtemps attendue. La boussole change alors de direction. Les audits annoncés par le ministère des Mines malien rappellent ceux du Burkina Faso après la réforme du code minier, où chaque clause devenait un levier pour rétablir ce que Traoré appelait arithmétique souveraine. Le Sahel comprend soudain qu'il existe un langage administratif capable de remplacer les protestations stériles, celui des signatures, des clauses corrigées et des registres alignés. Ce mini-réveil n'est pas un élan nationaliste, mais une bascule structurelle. Dans les capitales régionales, la question n'est plus de savoir si cette doctrine est viable, mais combien de pays oseront l'adopter avant que les anciennes puissances ne réagissent? Au centre de cette transition, deux figures militaires incarnent deux chemins vers une même ambition. Ibrahim Traoré avance par réformes méthodiques, transformant des clauses oubliées en instruments de pouvoir. Le colonel Goïta, lui, agit par ordre net, imposant une cadence administrative qui surprend même ses conseillers. Leur style diffère, mais leurs points de fuite convergent.
redonner aux États sahéliens la maîtrise de leurs propres chiffres. Cette complémentarité inattendue devient le fil conducteur de la doctrine naissante. Les premiers effets se manifestent dans les gestes les plus simples. Au Burkina Faso, la récupération partielle des sociétés minières crée un précédent qui force les investisseurs à réévaluer leurs marges. Au Mali, la nomination d'un administrateur provisoire au complexe Laguna fait comprendre que le pays ne se contentera plus de commenter les comptes, mais qu'il entend les corriger. Ces actions, bien qu'administratives en apparence, modifient le rapport de force entre gouvernements sahéliens et groupes miniers étrangers. Un espace nouveau se crée où l'État n'est plus arbitre, mais joueur. À travers ces deux trajectoires, un enseignement se dessine. La souveraineté peut commencer par un simple audit, à condition qu'il soit conduit sans excuse. La logique s'étend aux conversations de cabinet, où la question n'est plus quelles sanctions risquons-nous, mais quelle part de notre richesse avons-nous laissé filer? C'est dans cette inversion que la doctrine prend son sens. Elle fait naître une interrogation essentielle, courte et tranchante. À quoi sert l'indépendance si elle ne change rien au compte? Les premières actions de Traoré ont porté sur un secteur qui avait longtemps échappé au contrôle du gouvernement, les mines d'or. En 2020, il ordonna la nationalisation partielle de plusieurs grandes entreprises minières opérant dans le pays. L'Occident a immédiatement réagi, qualifiant cette mesure de nationalisation agressive, mais pour les Burkinabés, il s'agissait simplement de reprendre ce qui leur appartenait légitimement. Ce fut un moment marquant pour le pays qui a vu son économie se renforcer grâce aux revenus générés par l'exploitation de ses propres ressources naturelles. En parallèle, Traoré a poursuivi ses efforts pour redéfinir les relations économiques avec les puissances étrangères. Il a lancé un ambitieux plan de réformes agricoles et industrielles visant à réduire la dépendance du pays à l'aide étrangère. Bien que les pressions économiques et diplomatiques aient augmenté, le leadership de Traoré a montré une résilience étonnante. Le Burkina Faso a réussi à maintenir une stabilité relative malgré la turbulence politique et la pression internationale croissante. Un autre élément clé a été la consolidation du pouvoir militaire au sein du gouvernement. Traoré, bien qu'ayant émergé dans un contexte militaire, a cherché à apaiser les tensions internes en renforçant les institutions démocratiques, tout en poursuivant son programme de réforme. Mais son approche n'a pas été sans critique. Les opposants politiques l'ont accusé de se détourner des principes démocratiques, favorisant plutôt un contrôle militaire sur les affaires civiles. Toutefois, Traoré a su convaincre une grande partie de la population de la nécessité de ces réformes pour la survie économique du pays. L'impact des réformes économiques de Traoré ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Son modèle a inspiré d'autres pays de la région du Sahel qui ont commencé à remettre en question leur dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Le Mali, dirigé par un autre leader militaire, a adopté une stratégie similaire en nationalisant ses ressources naturelles. En réponse, des voix se sont élevées dans la communauté internationale, dénonçant ce qu'elles appelaient des pratiques économiques autoritaires. Mais ces critiques n'ont pas entamé la détermination des dirigeants du Sahel, qui ont continué à renforcer leur souveraineté économique face aux pressions extérieures. Les réformes économiques entreprises par Ibrahim Traoré ont rapidement produit des résultats concrets qui ne peuvent être ignorés. En 2023, le Burkina Faso a déclaré un revenu record de 18 milliards de dollars générés par les exportations d'or. Ce chiffre a non seulement surpris les analystes internationaux, mais il a aussi renforcé la position du pays sur le marché mondial des ressources naturelles. La nationalisation partielle des entreprises minières
a permis au gouvernement de capter une part plus importante des bénéfices tirés de l'exploitation de ces ressources. Les investissements directs étrangers en matière d'investissement direct étranger ont connu une baisse importante dans un premier temps en raison des préoccupations liées à l'instabilité politique et aux politiques économiques nationales. Toutefois, le pays a réussi à diversifier ses sources de financement. En 2020, la Banque centrale du Burkina Faso a rapporté une augmentation de 15% des investissements dans les infrastructures locales, un signe que le pays a pu rediriger ses ressources internes pour financer son développement sans dépendre des prêts internationaux. La production d'or a également augmenté de manière significative. Selon les données du gouvernement burkinabé, la production d'or a atteint 70 tonnes en 2024, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de la production a non seulement renforcé les finances nationales, mais elle a également permis de créer des milliers d'emplois dans le secteur minier. Les zones rurales, auparavant largement ignorées par les investisseurs étrangers, ont vu leur économie se dynamiser grâce à des projets d'extraction minière à petite échelle soutenus par l'État. Les réformes de Traoré ont aussi permis d'améliorer la gestion des ressources naturelles à un niveau plus local. La mise en place de l'audit national des concessions minières a permis de détecter des pratiques de corruption et des fraudes fiscales qui avaient été largement ignorées par les administrations précédentes. Ces audits ont permis de récupérer plusieurs milliards de dollars en arriérés fiscaux et de rétablir la confiance des citoyens dans l'efficacité de l'État. Les résultats sont là. Les ressources naturelles du Burkina Faso ont été mieux contrôlées et utilisées pour améliorer le bien-être des citoyens. En parallèle, le gouvernement a lancé une série de réformes fiscales qui ont entraîné une augmentation des recettes publiques de 12% en 2024. L'instauration de taxes plus strictes sur les entreprises étrangères opérant dans le pays a permis de redistribuer ces fonds pour soutenir des projets d'infrastructures essentiels, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. L'État burkinabé a aussi créé un fonds de développement pour soutenir les petites entreprises locales, ce qui a contribué à diversifier l'économie et à réduire la dépendance du pays à l'égard des grandes entreprises multinationales. Les critiques du pseudo du modèle sahélien avancent deux objections majeures qui, à première vue, semblent difficilement contestables. La première affirme qu'en reprenant le contrôle administratif des mines, le Mali et le Burkina Faso s'exposent à une fuite massive des investisseurs. La logique paraît implacable. Moins de garanties internationales, plus de risques, donc moins de capitaux. Les mises en garde venues de Londres ou de Toronto ont insisté sur ce point, craignant un effondrement de la production et un recul des recettes fiscales. La seconde objection, plus sourde mais tout aussi présente, suppose que l'État sahélien n'a ni les capacités techniques ni la stabilité institutionnelle nécessaires pour gérer un secteur aussi complexe que l'or. Selon cette vision, l'administration locale serait trop lente, trop fragile, trop dépendante de partenaires extérieurs pour assumer seule la gouvernance de concessions stratégiques. Pourtant, les données issues du terrain contredisent ces prédictions. Au Mali, la production d'or en 2025 est restée proche de 67 tonnes, soit 12% de plus qu'il y a 2 ans, malgré les audits, les blocages de coffres ou les réformes administratives. Si la fuite des investisseurs était réellement un risque systémique, une telle stabilité, voire progression, serait impossible. De plus, les audits menés à Bamako ont révélé des volumes sous-déclarés, des redevances impayées et des coûts d'exploration gonflés. Autrement dit, la gouvernance étrangère, longtemps perçue comme plus efficace, dissimulait en réalité des pratiques qui affaiblissaient les budgets nationaux. Le fait que l'État ait pu corriger ces chiffres, identifier les failles et récupérer des revenus perdus
montre qu'il dispose de compétences bien supérieures à ce que les critiques laissaient entendre. Face à ces deux objections, une conclusion s'impose. Ce n'est pas la souveraineté qui crée l'instabilité, mais l'illusion qu'elle serait trop coûteuse pour être exercée. Le Sahel démontre que réécrire les comptes peut produire plus de certitude qu'attendre des promesses extérieures. Une ligne à basculer. Quand le Niger a rejoint le mouvement initié par Ouagadougou et Bamako, la doctrine n'a plus été une succession de gestes isolés, mais une architecture clairement assumée. L'Alliance des États du Sahel, présentée au départ comme un outil sécuritaire, s'est révélée être un laboratoire économique où chaque décision cherchait à retenir la valeur avant qu'elle ne s'évapore dans les circuits externes. L'entrée du Niger dans ce triangle a changé l'équation. Ce n'était plus un capitaine ou un colonel testant des marges administratives, mais trois États redessinant ensemble le vocabulaire du commerce et de la propriété. Les observateurs occidentaux ont parlé de contagion politique, signe qu'ils comprenaient le glissement. Une doctrine gagne en force non pas par ses discours, mais par la répétition de ses preuves. Cette révélation du midpoint n'est pas un triomphe, mais une inflexion. À partir de là, la question cesse d'être qui suit pour devenir quel pilier tombera le dernier. Car une fois que trois nations alignent leurs registres, les anciennes routines ne tiennent plus la même autorité. Les effets de cette doctrine se lisent différemment selon les groupes qu'elle touche. Pour les citoyens ordinaires, le changement se manifeste d'abord dans le langage du quotidien. Là où l'on parlait autrefois d'aide, on parle désormais de compte. Les audits publiés à Bamako ont révélé des volumes sous-déclarés et des redevances impayées depuis des années, donnant aux Maliens la sensation que leur sacrifice n'était pas vain. Ils ont vu l'État agir non pas comme un spectateur, mais comme un acteur capable de corriger ses propres registres. Ce simple glissement psychologique a nourri un regain de confiance, confirmant ce qu'Ibrahim Traoré répétait à Ouagadougou: une souveraineté qui se calcule se défend plus facilement qu'une souveraineté abstraite. Du côté des entreprises locales pour les entreprises locales, les effets se traduisent par une répartition différente des marges. Lorsque les raffineurs étrangers se sont retirés, des opérateurs sahéliens ont assumé la production là où les chaînes logistiques extérieures s'étaient retirées. Au Mali, la production est restée proche de 67 tonnes, tandis que les emplois dans le corridor de caisse ont augmenté d'environ 15%, un signe que la valeur retenue alimente désormais l'économie intérieure. Les petites sociétés locales, longtemps écrasées par les exemptions fiscales des géants miniers, ont trouvé une place dans un marché soudain moins opaque. Elles ne prospèrent pas toutes, mais aucune ne vit plus dans l'ombre des terminaux étrangers. Pour les élites urbaines et politiques, la transition est plus ambiguë. Une partie d'entre elles y voit un risque: la fin des mécanismes familiers, des circuits de partenariat établis, des arbitrages internationaux où elles avaient l'habitude de négocier. Certaines ont même mis en garde contre des sanctions ou la suspension de l'aide, anticipant une contraction budgétaire. Mais les chiffres ont résisté à ces craintes. Les excédents tirés des redevances minières burkinabées et les corrections des comptes maliens ont montré que la dépendance était moins un filet de sécurité qu'un plafond invisible. Ces élites doivent désormais composer avec une arithmétique qui ne tolère plus les zones grises. Enfin, dans l'échelle plus large du Sahel régional à l'échelle régionale, les effets sont structurels. Avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger alignant leurs politiques minières, l'AES a cessé d'être un arrangement politique pour devenir une géométrie économique. Le Nigeria, la Tanzanie ou le Ghana observent l'évolution avec prudence mais aussi avec intérêt, car la dynamique montre qu'une région réputée pour sa fragilité peut fabriquer un modèle capable de survivre aux pronostics extérieurs. La cohérence régionale, autrefois fragmentée par des alignements contradictoires,
s'est transformé en matrice où chaque décision nationale renforce la suivante. Ce n'est pas seulement une série de réformes, c'est une redistribution silencieuse du pouvoir, ligne par ligne, tonne par tonne. En jetant un regard sur les mois à venir, trois scénarios majeurs se dessinent pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Le premier scénario, le plus optimiste, voit les réformes de Traoré réussir à long terme. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle d'autosuffisance économique pour d'autres pays africains. En renforçant l'industrie locale et en diversifiant ses ressources, le pays pourrait non seulement stabiliser son économie, mais aussi devenir un acteur régional influent. Les investissements dans les infrastructures et l'éducation continueraient à croître, créant des emplois et stimulant la croissance durable. La coopération régionale entre les pays du Sahel pourrait également s'intensifier avec des initiatives économiques communes visant à renforcer l'indépendance des nations africaines. Le deuxième scénario, plus probable, repose sur un équilibre rotisé entre les avantages économiques internes et les pressions externes. Si les réformes de Traoré continuent à apporter des bénéfices, le Burkina Faso pourrait faire face à des défis géopolitiques importants, notamment des tensions croissantes avec les anciennes puissances coloniales. Cependant, en diversifiant ses partenaires économiques et en poursuivant ses réformes structurelles, le pays pourrait maintenir une stabilité relative. Ce scénario impliquerait une coopération modérée avec les puissances mondiales, mais une ferme volonté de ne pas revenir à une dépendance excessive. Enfin, le troisième scénario, le plus pessimiste, envisagerait un isolement économique accru pour le Burkina Faso. Les sanctions économiques et les pressions politiques pourraient finir par nuire à l'économie du pays, ralentissant son développement et exacerbant les tensions internes. Si les autres pays du Sahel ne suivent pas l'exemple de Traoré, la région pourrait se retrouver dans une position de vulnérabilité économique, avec des conflits internes et des divisions croissantes entre les dirigeants militaires et civils. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait voir une stagnation de son économie et une dégradation de sa stabilité politique. Quel que soit le scénario, il est clair que les prochaines étapes pour le Burkina Faso et la région du Sahel dépendront de la manière dont les réformes économiques de Traoré seront mises en œuvre et des réponses internationales à ces changements. La transformation économique et politique opérée sous la direction d'Ibrahim Traoré ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais tout le Sahel. En replaçant la souveraineté économique au centre du débat, Traoré a ouvert un espace où d'autres pays de la région commencent à réfléchir à leur propre modèle de développement. L'exemple du Burkina Faso résonne profondément dans les esprits de nombreux Africains qui voient désormais une possibilité de s'émanciper de la dépendance coloniale et économique. Pour le peuple burkinabé, les réformes de Traoré ne sont pas simplement des changements économiques. Elles symbolisent un retour à la dignité nationale. Ce changement de paradigme a également trouvé un écho dans les communautés locales, où les petites entreprises prospèrent grâce à un meilleur accès aux ressources et à des politiques favorables. La question qui se pose aujourd'hui est-ce que cette nouvelle vision, fondée sur la récupération des ressources et bien la redistribution, peut inspirer d'autres nations de la région à prendre en main leur destin? Les citoyens du Sahel, mais aussi au-delà de la région, observent avec attention les développements en cours au Burkina Faso. Les jeunes, en particulier, voient Traoré comme un modèle de résilience et d'indépendance. Si d'autres pays suivent cet exemple, la dynamique de la région pourrait changer radicalement. Le message que Traoré a envoyé est clair. L'Afrique n'a plus à demander l'autorisation d'exister. Elle peut se bâtir par elle-même. L'influence de ce modèle ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso.
Le Mali, le Niger et même d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pourraient se voir inspirés à adopter des réformes similaires. C'est une époque où les Africains commencent à croire que leur avenir, loin des anciennes chaînes, dépend de leur capacité à redéfinir les règles économiques. La souveraineté, la dignité et le contrôle de leurs propres ressources sont désormais les pierres angulaires de ce mouvement. Alors que les nations du Sahel poursuivent leur quête d'indépendance économique, la feuille de route pour la réussite repose sur plusieurs piliers fondamentaux. La première étape cruciale pour les pays comme le Burkina Faso est de maintenir une gouvernance transparente et efficace. Traoré a mis en place des réformes audacieuses pour récupérer les ressources naturelles, mais l'enjeu majeur reste la gestion interne de ces ressources. Un système de gouvernance clair et responsable est essentiel pour éviter les dérives et garantir que les bénéfices de ces réformes profitent véritablement à la population. Ensuite, l'industrialisation et la diversification de l'économie doivent être au cœur de cette feuille de route. Bien que le Burkina Faso ait fait de grands progrès dans le secteur minier, il est impératif de ne pas dépendre uniquement de l'exploitation des ressources naturelles. Le développement d'autres secteurs, tels que l'agriculture, les infrastructures et les technologies, est nécessaire pour garantir un avenir économique durable. L'accent doit être mis sur l'investissement dans les industries locales et l'amélioration des chaînes de valeur internes. Enfin, une coopération régionale renforcée est essentielle pour soutenir cette transformation. Le Sahel ne peut réussir dans son objectif d'autosuffisance sans une collaboration étroite entre les pays voisins. Le modèle de Traoré pourrait servir de base à une stratégie régionale de développement, où les pays du Sahel unissent leurs forces pour gérer collectivement leurs ressources et renforcer leur position sur le marché mondial. Un bloc économique solide dans la région du Sahel permettrait de mieux négocier avec les puissances mondiales et d'attirer des investissements durables. Ainsi, la feuille de route pour l'avenir repose sur trois éléments clés: une gouvernance responsable, une diversification économique et une coopération régionale. Si ces piliers sont solidement en place, le Sahel pourrait devenir un modèle de souveraineté économique pour l'ensemble du continent africain. Dans les capitales du Sahel, les registres mis à jour portent encore les traces de l'ancienne dépendance, mais leur nouvelle écriture raconte autre chose. Ce ne sont plus des colonnes de chiffres, ce sont des frontières reconstruites à l'encre froide. Le geste initié à Ouagadougou, lorsque Ibrahim Traoré affirma que la liberté commence quand la comptabilité change de langue, revient ici comme un fil tendu entre passé et avenir. Les, les raffineries qui tournent à Ouagadougou, les audits qui se répètent à Bamako et les renégociations qui s'ouvrent à Niamey composent une même respiration, simple et pourtant décisive. Chaque clause corrigée devient un fragment de dignité retrouvée. Chaque tonne d'or comptée correctement devient une preuve que l'autodétermination n'est pas un principe abstrait, mais une pratique quotidienne. Et dans ce mouvement silencieux, une image persiste, celle d'un continent qui recommence à se compter lui-même, pas pour se comparer aux autres faits, mais pour sortir enfin de l'ombre des calculs imposés. C'est peut-être là que réside l'essentiel, une souveraineté qui ne dépend plus des discours, mais de la précision. Une vérité simple demeure. La dignité commence quand les chiffres cessent de mentir. Le Sahel, aujourd'hui, est à un carrefour. L'exemple du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas qu'une simple leçon économique, mais un appel à l'action pour tous ceux qui croient en un avenir africain sans chaîne. Ce modèle de souveraineté, bâti sur la dignité et le contrôle des ressources, montre qu'il est possible de réécrire les règles du jeu, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel, et pourquoi pas pour l'Afrique dans son ensemble. La question qui se pose maintenant est de savoir si d'autres nations africaines oseront suivre cet exemple audacieux, en plaçant l'indépendance économique et la souveraineté au cœur de leur développement.
Le temps est venu de repenser la place de l'Afrique dans l'économie mondiale, non comme une simple source de ressources, mais comme un acteur stratégique capable de se défendre, de se développer et de prospérer. Ce chemin est encore long, mais le premier pas a été fait. À chaque nation, à chaque leader de prendre le relais. Ensemble, nous pouvons construire un continent plus fort, plus indépendant et plus prospère. Il est temps de regarder vers l'avenir avec confiance et détermination.